Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je veux ce soir vous parler d'un putsch juridique latent contre notre souveraineté nationale. C'est celui que nous impose de l'extérieur l'Union européenne, en essayant de faire valoir la supériorité absolue du droit européen sur notre droit national, y compris en contrevenant à notre Constitution elle-même. Il s'agit en réalité de bien plus que d'une question juridique. Il s'agit d'un environnement supranational décidé par beaucoup d'individus qui ne sont pas élus, auquel nous devons nous soumettre ou nous démettre. C'est pour le dire plus simplement la remise en cause de l'article 2 de notre Constitution. C'est le principe de gouvernement, le principe de notre Constitution, qui est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Rappelons ici qu'un homme qu'on peut soupçonner d'anti-européisme, Pierre Mendès France, avait à dire sur ce sujet. Je cite son discours qu'il a fait sur le traité de Rome, fondateur de la Communauté européenne, le 18 janvier 1957, donc avant l'arrivée du général de Gaulle au pouvoir. Pierre Mendès France nous dit « L'abdication d'une démocratie peut prendre deux formes, soit le recours à une dictature interne par la remise de tous les pouvoirs à un homme providentiel, soit la délégation de ces pouvoirs à une autorité extérieure, laquelle, au nom de la technique, exercera en réalité la puissance politique, car au nom d'une saine économie, on en vient aisément à dicter une politique monétaire, budgétaire, sociale, finalement une politique, au sens le plus large du mot, une politique qu'on nous dicte, nationale et internationale. Si la France est prête, poursuit Pierre Mendès France, à opérer son redressement dans le cadre d'une coopération fraternelle avec les autres pays européens, elle n'admettra pas que les voies et moyens de son redressement lui soient imposés de l'extérieur, même sous le couvert de mécanismes automatiques. Alors, aujourd'hui, évidemment, ces choses étant clairement dites, elles sont aujourd'hui d'une actualité brûlante. En effet, le tribunal constitutionnel polonais, le 7 octobre 2021, a jugé que deux articles du traité sur l'Union européenne contreviennent à la constitution polonaise en tant qu'ils permettent d'écarter celle-ci au profit du droit européen. Ce que le tribunal polonais condamne, ce n'est donc pas le traité lui-même, mais le principe de primauté du droit européen sur les règles constitutionnelles nationales de la Pologne. Tout de suite, les partisans d'un fédéralisme supranational ont exprimé leur émoi, et bien plus, leur colère. Jean Quatremer, dans Libération, parle du bal des faux culs souverainistes, qui prendraient dans l'Union européenne ce qui les arrange, ce qui les intéresse, et s'affranchiraient du reste en fonction des majorités du moment. Ce que les États membres négocieraient à Bruxelles n'aurait alors pas d'importance. La parole donnée n'engagerait que ceux qui veulent bien y croire. Ce serait, dit Jean Quatremer, un retour à la jungle d'avant 1939, lorsque l'ordre international s'était effondré sous le coup de boutoir des régimes fascistes qui n'avaient que mépris pour les contraintes juridiques. La Pologne actuelle donc serait une sorte de régime de pérubus, et la Commission doit la priver de tous les fonds relevant du plan de relance. Pour la Pologne, ça veut dire 23 milliards tout de suite, le plan européen post-Covid, et en tout probablement 100 milliards. La Commission a réagi tout de suite d'ailleurs, dans un communiqué rageur, assurant la supériorité du droit européen et soumettant la Pologne au chantage financier. Vous n'aurez pas cet argent si vous continuez à agir de la sorte. L'on peut contester, et je le fais,
la manière dont la Pologne traite l'état de droit à l'intérieur de ses frontières nationales. Mais, sur ce qui concerne la décision du tribunal suprême polonais, il est essentiel de lui donner raison, car c'est notre souveraineté aussi qui se trouve mise en cause, qui est en jeu, ou mieux dit, celle de tous les États membres de l'Union européenne, car la décision ou le rejet de la décision du tribunal suprême polonais fera jurisprudence. En effet, la Cour de justice européenne, ici, se base, pour imposer le texte européen, et donc la primauté absolue du droit européen, sur un de ses arrêts, alors qu'elle s'appelait encore Cour de justice des communautés européennes. Cet arrêt, c'est l'arrêt Costa contre Enel du 15 juillet 1964. Que dit-il ? Il dit « Le droit du traité ne pourrait, en raison de sa nature originale, se voir judiciairement opposer un texte interne quel qu'il soit. » C'est un véritable putsch juridique qui trouve ici sa source, car le tribunal constitutionnel polonais fait, lui, au contraire, et ne fait que rappeler que le droit européen s'applique prioritairement, mais seulement dans les champs de compétences prédéfinis. C'est donc la Cour de justice européenne qui se livre à un empiètement et viole le droit. Ce n'est pas, dans ce cas, le tribunal suprême polonais. Ceux qui en France hurlent avec les loups, mais avec les lapins de la bureaucratie de Bruxelles et du Parlement européen, oublient que la France elle-même a jugé que le droit européen ne pouvait restreindre la souveraineté nationale que pour autant que la Constitution le permet, que notre Constitution le permet, et que le droit européen ne peut, en tout état de cause, porter atteinte à l'identité constitutionnelle de la France. Le Conseil d'État, par un arrêt d'Assemblée, c'est quand tous les membres sont réunis, donc il est particulièrement remarquable, c'est l'arrêt Saran et Levaché du 30 octobre 1998 sur la composition du corps électoral en Nouvelle-Calédonie, qui établit, et je cite, que la suprématie conférée par l'article 55 de la Constitution, de notre Constitution, aux engagements internationaux, donc suprématie des engagements internationaux, ne s'applique pas, cependant, dans l'ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle. Le Conseil d'État et la Cour de cassation se sont tous deux prononcés dans le même sens, la suprématie de notre ordre constitutionnel, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Nous devons donc rejeter, au nom des textes fondateurs, ce putsch juridique en cours qui peut s'étendre au-delà du cas polonais, et refuser de nous soumettre aux ingérences de la Cour de justice de l'Union européenne en matière de souveraineté. Il faut aller encore plus loin. Le principe fondamental dans le droit des nations, c'est le consentement et pas la servitude. Si la Cour de justice européenne, la Commission et le Parlement européen, tous ensemble, violent ce principe de consentement de la nation et du peuple français, en imposant une loi que ni la nation ni le peuple français n'ont adoptée, eh bien, c'est le Parlement européen, c'est la Cour de justice européenne et c'est la Commission qui se livrent à un abus d'autorité et de pouvoir extérieur à notre nation. Au fondement d'un État se trouve la Constitution, votée par le peuple, et elle seule peut explicitement prévoir des abandons de souveraineté. Ce principe est un principe absolu et qui a une valeur, disons, générale dans le cadre des traités que les États acceptent. Mais pas toutes leurs dispositions et pas celles qui sont contraires à la Constitution. À cette imposition par le droit, imposition européenne par le droit, s'associe une servitude volontaire. Ça suppose que la question va bien au-delà du droit. Cette servitude volontaire dont parlait la Boétie. En effet, même en absence de putsch ou d'obligation juridique, on se soumet à une pression européenne associée à un environnement de servitude volontaire. Non seulement on transpose les directives de la Commission européenne avec un zèle excessif,
Mais on viole la loi morale et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, suivant laquelle la liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Car il est clair que le trafic de drogue, en l'espèce, constitue un dommage à autrui et un abus de liberté. Eh bien, l'Europe demande depuis 2013 aux États membres d'intégrer les activités illicites dans leur produit intérieur brut. L'INSEE a annoncé en mai 2018 la prise en compte des revenus de la drogue dans l'estimation du produit intérieur brut de notre pays, après avoir résisté pendant un certain temps, mais elle a dû céder. Pourquoi a-t-elle cédé? À la demande d'Eurostat, l'Institut européen des statistiques, qui travaille étroitement avec la Commission. Cet institut européen a dit, eh bien, cette partie que constitue la drogue, qui est illégale, eh bien, doit rentrer dans un produit intérieur brut qui, lui, est légal. On voit ainsi, par les deux exemples que je viens de donner, que le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, est soumis littéralement à des intérêts mafieux, des intérêts financiers mafieux. Puisqu'ils intègrent ce trafic de drogue, je le souligne encore, illégal, dans la croissance légale, et ça revient à admettre que le verre est dans la pomme, pour des raisons de statistiques financières, et donc de complaisance pour le blanchiment. C'est cela qui est clairement établi, tout en n'étant pas directement exprimé, bien entendu. Il s'agit donc pour nous non seulement de rétablir le droit dans l'Union européenne, mais de rétablir le principe de consentement, et plus encore, de ne plus soumettre à une servitude volontaire comme on l'a fait lorsqu'elle est contraire aux intérêts fondamentaux de la nation. Et ici, il faut citer l'article 410.1 de notre code pénal, que j'ai ici devant moi. Cet article 410.1 dit « Les intérêts fondamentaux de la nation s'entendent au sens du présent titre de son indépendance, de l'intégrité de son territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses institutions, des moyens de sa défense et de sa diplomatie, et, j'ajoute encore, de la sauvegarde de sa population en France et à l'étranger. » On voit mal comment le trafic de drogue peut assurer une quelconque sauvegarde. Il faut donc bien voir les choses et les cadrer par rapport à non seulement le droit, mais par rapport à la morale dans une circonstance où on est sous une attaque, clairement sous une attaque, en Europe. Et l'affaire polonaise n'est qu'un élément de cette attaque. Alors allons encore plus loin. C'est au sein de nos propres institutions que les magistrats empiètent sur l'autorité politique. Ainsi, la justice administrative française, par 3 décisions qui font date, entend contraindre l'État à agir à la hauteur de ses engagements sur la pollution de l'air et la réduction des gaz à effet de serre. Ce sont la Convention des Nations Unies de 1992 et l'accord de Paris du 12 décembre 2015. Après avoir été saisi par 2 associations sur la pollution de l'air, le Conseil d'État, notre haute juridiction, a infligé au gouvernement, le 10 juillet 2020, celui-là, une astreinte record de 10 millions d'euros par semestre de retard pour le contraindre à agir contre la pollution de l'air dans 8 zones de France. Plus proche de nous, sur la réduction des gaz à effet de serre, le Conseil d'État a exigé que l'État se justifie sur le respect de l'objectif de réduction des gaz à effet de serre issu de l'accord de Paris, le moins 40% en 2030. Le Conseil d'État juge donc en cours de route, la politique du gouvernement avec l'objectif de la modifier par rapport à des engagements qui ont été purement déclaratifs, sans que des sanctions aient été prévues. Il est vrai que des engagements internationaux ont été transcrits en droit français, mais ils n'ont pas été transcrits de la façon qui prête à l'interprétation qu'en fait le Conseil d'État. La réalité est qu'une instance juridique suprême impose sa manière de voir, un gouvernement, dans l'exécution d'une politique, c'est-à-dire que des juges non élus, de fait, imposent leur tutelle à un exécutif et un législatif élus.
Donc, il y a en plus, évidemment, une décision du 1er juillet 2021, commune de Grande-Synthe, qui a été prise. Je suis partisan de créer en France un pouvoir judiciaire. Un troisième pouvoir. En France, ce n'est qu'une autorité. Mais c'est une autorité qui doit être une autorité légitime. Elle ne doit pas s'immiscer dans l'exécutif et dans le législatif. Elle doit respecter la séparation des pouvoirs, qui est le principe même de la République et de la démocratie. Pas donc d'immixtion, pas de atteinte à la séparation des pouvoirs, plus de pouvoir à la justice, mais avec une séparation des pouvoirs, et pas pour l'extension d'une incompétence indue. Le 3 février 2021, le tribunal administratif de Paris a observé sur le recours de 4 associations que l'État n'a pas respecté ses engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre entre 2015 et 2018. Par le jugement du 14 octobre 2021, donc, qui est extrêmement récent, c'est maintenant, il a enjoint l'État de repenser les conséquences de sa carence en matière de lutte contre le changement climatique. À cette fin, le tribunal a ordonné que le dépassement du plafond des émissions de gaz à effet de serre, fixé par le premier budget carbone 2015-2018, donc, soit compensé au 31 décembre 2022 au plus tard. C'est-à-dire qu'il dit au gouvernement ce qu'il doit faire. S'ajustant, ou plutôt s'agissant, des modalités de réparation du préjudice, le tribunal ordonne au Premier ministre et aux ministres compétents de prendre toutes les mesures sectorielles utiles de nature à réparer le préjudice à hauteur de la part non compensée d'émissions de gaz à effet de serre, au titre donc du premier budget carbone. Cependant, le tribunal ajoute, trop aimable, que le contenu de ces mesures relève de la libre application du gouvernement à laquelle il ne lui appartient pas de se substituer. Encore heureux, au titre de la séparation des pouvoirs. Il ordonne en conséquence, là ce n'est plus la séparation des pouvoirs, que la réparation du préjudice constaté soit effective au 31 décembre 2022 au plus tard. Évidemment, il ne l'assortit pas d'une astreinte dans sa grande générosité, mais il enjoint. Toutes ces décisions de juridiction administrative s'inscrivent dans un cadre mondial d'associations saisissant la justice, avec l'appui d'une partie de l'opinion, orientée par un consensus médiatique, par un contexte médiatique particulièrement insistant. On a donc bien une immixtion de juges non élus, sur la base de l'insistance d'une partie de l'opposition entretenue par les médias, dans la politique dite climatique de l'État. En conclusion, il faut ajouter que condamner l'Union européenne ou les juges serait en quelque sorte abusif. C'est bien également les États qui, par un consentement direct ou indirect, ont fourni les verges pour se faire battre en manifestant une absence d'autorité stratégique et morale. On aboutit ainsi à une succession de putschs juridiques consentis par des États, réduits à un asservissement au sein d'un environnement supranational et financier, et des États qui deviennent incapables de maîtriser cet environnement. En matière de climat, je pense qu'il est par ailleurs utile de rappeler ce qui nous est arrivé maintenant. Selon Linde, s'est produit hier soir et ce matin quelque chose. À 2 heures, le mégawatt était à 0,20 € et à 8 heures, à 280 € l'heure. Dès l'ouverture des usines, avec en cause la tempête et l'impossibilité pour les éoliennes de fonctionner. Elles sont bien sûr intermittentes. Évidemment, si régulation il doit y avoir, c'est pour faire face à ce type de défi, à ce type de situation, et pas pour se livrer à des arguties juridiques concernant un avenir indéterminé et discutable. Et si on veut traiter vraiment les problèmes qu'affrontent la société et les économies européennes, il faut être prêt à faire en sorte
qu'elle puisse fonctionner. Plus généralement, l'urgence dans le monde n'est pas ces arguties juridiques, ces discussions, elles ont peut-être une certaine légitimité, mais tout à fait secondaires. Et ce n'est certainement pas le risque que la Terre devienne demain inhabitable à cause du CO2. Mais dans l'immédiat, les questions sont l'utilisation positive de nos ressources collectives, l'utilisation pour le mieux de toute l'humanité. C'est cela le vrai défi. Par euro dépassé et par euro dépensé, le lien le plus profond, le bien le plus profond qu'on puisse faire est de sauver les pays dépourvus, sauver ces pays dépourvus de la famine, de la malnutrition, de la mort. Par exemple, chaque année, 1,5 million de personnes meurent de la tuberculose. Aujourd'hui, le Yémen, le Niger, la Syrie et l'Afghanistan sont menacés directement de famine. Donc il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose en termes à la fois d'alimentation, de santé publique, de santé maternelle et néonatale, qui est un vrai problème dans les pays du Sud. Et il faut aussi que nous nous mobilisions pour prévenir un risque de guerre qu'on voit apparaître avec la guerre froide qui risque d'entraîner des incidents très dangereux, entre en particulier les États-Unis et la Chine. Il faut se mobiliser contre le terrorisme, le bioterrorisme et surtout les mafias criminelles qui pratiquent le trafic de drogue. Vous savez bien que la culture du pavot en Afghanistan n'est pas ce qui a permis d'avoir beaucoup d'argent aux Afghans, ça a permis une certaine survie d'une population rurale assez paumée, mais ça a permis un enrichissement énorme de l'ordre de plusieurs dizaines de milliards d'euros des trafiquants qui sont en dehors de l'Afghanistan. Donc il faut bien voir où sont les responsabilités et où sont les mafias criminelles. Ces questions ne sont pas traitées. La colère qui se lèvera dans le monde peut devenir très dangereuse. Et en Europe, lorsque les citoyens, s'apercevant que les politiques budgétaires, industrielles, climatiques, les politiques de santé échappent à leur avis, de même que les politiques d'emploi, qu'elles se sont décidées loin de leur avis, eh bien, leur colère prendra elle aussi des formes de plus en plus dangereuses et de plus en plus légitimes, même si elles n'ont pas de vision, elles n'ont pas de projet. Donc donner à ces colères une vision et un projet, c'est notre travail. Par-delà la multiplication des débats qui égarent et des repères politiques qui s'effacent, notre mission est de rétablir les véritables enjeux, c'est-à-dire une règle du jeu qui soit enfin véritablement humaine. Je voulais vous parler ce soir de ce problème qui semble un problème juridique ayant des considérations qui sont faites dans leur confusion pour échapper à l'esprit de tous, et en montrant ce qu'elle signifie par rapport à notre souveraineté nationale et la souveraineté de chacun d'entre nous, la souveraineté individuelle. Donc, je suis convaincu que ce que je vous ai dit exige une mobilisation et que les collectifs citoyens que nous avons créés, qui vont se mobiliser à cet effet, sont une part indispensable de la reprise en France, du sursaut en France, de ce que nous avons de meilleur. Merci et à bientôt.